Messieurs, dames, bonjour. Dans cette nouvelle émission, cette fois-ci, pour un nouveau guest hebdo, nous avons le plaisir d'accueillir le grand, le magnifique, le beau Ouais. Lilian de Haut Serge. Comment tu vas, mon ami Lilian, aujourd'hui? Ça va extrêmement bien. Il fait beau, ça fait plaisir, il fait chaud. Ça donne pas envie de travailler, mais et vous, ça va bien? Oh, Mais ça super, va hein. très très bien. En plus, ça pump, écoute, on va pas se plaindre. Ouais, j'étais en train de me dire, j'étais en train d'ouvrir une petite fenêtre pour garder un œil sur le cours là. Ouais, on a un BTC qui pump un peu là, ça fait plaisir. Un peu C'est de clair. couleur là. C'est clair, c'est clair. Toi, en vrai, t'as acheté Bottom en plus, non? Plusieurs fois, t'as dit sur X. Ouais, j'ai fait. Mais- C'était parti d'une blague et le marché a tellement corrigé en janvier que cette blague s'est transformée en merde. Je suis en train de voir buy, mais en fait j'ai eu un peu de chance. Effectivement, avec l'airdrop hyper liquide et les fêtes de fin d'année, etc. Je le sentais pas trop, donc j'ai converti une grosse partie de mes bacs crypto en stable en décembre. J'ai pas trop profité du pump de début janvier. Mais du coup, j'ai pu profiter du dump pour racheter en balle. Mais bon, après, j'ai racheté sur toute la descente. Hein. J'ai racheté entre 90 et 70. Ouais, t'as dit ça à la baisse, quoi. Ouais. Très bien. J'ai pas eu des points d'entrée parfaits. Hein. Personne n'en a, de toute façon. Mais Je t'ai bon, dit, quitte à mourir, autant le faire avec ouais. Bon, beaucoup après, de j'ai quand hype même dans le gardé. portefeuille. Ouais. J'ai quand même gardé. Je suis toujours, je sais pas, 40% en stable. Hein. Mais bon. Mais J'ai pareil, un tu vois, je suis pas beau bac de tant hype. exposé, hein. Bah, moi, j'ai plus tellement de hype, il m'en reste, parce que j'en avais sur le VM, donc c'est des choses que j'ai pas vendues quand ça sentait le sapin. Et il m'en reste, donc je suis bien content d'en avoir encore. Là, pour avoir des entries maintenant, c'est compliqué, on va pas se mentir, Ouais. en vrai. Mais en même temps, on va sûrement en parler de Hyperliquid, mais bon, ils annoncent plein de trucs en permanence. Ça avance tellement vite, tellement fort que est-ce que c'est pas Ouais. la crypto de ce bullrun? Peut-être, j'ai envie de dire. On a deux Ouais, hype maxi, là. Je pose la Allez, question, hein, le chat, Ça fait vous en trop faites ce longtemps que qu'on vous le voulez. dit. Ça fait trop longtemps qu'on Ah, le dit et il faut bien quand écoutez, même que pour une fois ça nous donne raison. Mais effectivement, ça c'est, mec, on a eu quand même beaucoup de chance. Enfin, ceux qui ont voulu se positionner sur HyperVM ont eu quand même beaucoup de chance parce que le lancement de la chaîne c'est mi-février, fin février si je dis pas de bêtises. Et si tu commençais à te positionner à partir de là, tu avais des prix d'entrée aux alentours des 10-12 $ qui étaient quand même vraiment intéressants. Mais moi, je les ai pris non pas par envie de me positionner sur l'actif, mais aussi pas par nécessité. Enfin, si tu vas aller farm, tu es obligé d'avoir du hype. absolument. Et je pense qu'avec du recul, je me dis, la hausse, elle était entre guillemets un peu prévisible. C'est toujours facile à dire avec du recul, mais elle l'était un peu dans le sens où tu auras forcément une nouvelle demande sur un actif qui était déjà fort par le fait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent farmer et que pour l'instant, il n'y a pas de stable sur Hyperliquid, en tout cas pas de stablecoin avec forte renommée. Donc finalement, les gens sont là en mode bon, bah mon stable c'est hype et basta. Tu vois. Donc finalement, c'était un bon coup, je pense, pour ceux qui ont commencé à farm en début mars. Totalement. Le bag de farming a fait x2, donc bénéf. Puis, il y a eu C'est beaucoup de ça. FUD aussi. C'est toujours cool. Franchement, les bottoms sur les FUD, c'est toujours plutôt pas mal. Là, c'était Ouais, pas très nécessaire en plus. Ouais. Carrément. on a Total. parlé en long, en large, en travers de ces FUD. Tac. Ouais. Hop, Lilian, je vais quand même te présenter rapidement pour les gens qui te connaissent pas. Grand gourou crypto qui est là depuis des années, un vieux de la crypto si j'ai envie de dire. Tu as fondé avec Artem, alors je sais pas pourquoi ta page Twitter ne... Mais je crois je que pense que Twitter est down, je pense. Twitter est down, il me catastrophique. semble. Ce sera, Encore on fera ça. Écoutez, Oui. messieurs, dames, je vous mets quand même le lien du X pour aller voir le compte du lien. Vous avez fondé avec du coup Artem Oak Research, du coup. Est-ce que tu Ouais. veux expliquer un petit peu rapidement ce que vous faites sur Oak Research? Ouais. Je pense que déjà, si les gens vous suivent, c'est notamment avec Joe qui intervient de temps en temps chez nous, ils connaissent peut-être un petit peu. Pour l'histoire, en gros, moi avant j'étais chez Cryptost, qui est un des principaux médias d'actu et de formation sur les cryptos. Je les avais rejoints en 2020, fin 2020, et commencé à bosser avec eux vraiment à temps plein en 2021. Et puis, l'année dernière, avec Artem, donc de Hawk Invest à l'époque, ça faisait longtemps qu'on y pensait et on s'est dit, allez, on va le faire, on va lancer
un média qui est un peu plus avancé, qui n'est pas dans la continuité de ce que va faire Cryptos, tout ce que font nos copains de Coin Academy ou quoi, essayer d'aller sur une verticale un tout petit peu différente. Cette verticale-là, donc c'est ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle dans la finance tradi une plateforme d'intelligence de marché, la manière d'un Bloomberg en fait, si vous voulez, où tu vas retrouver effectivement de l'actualité parce que c'est important, mais des analyses, des rapports et puis aussi de la data. Pour l'instant sur la plateforme, on n'a pas beaucoup de data, on a surtout des data sur les cryptos, mais on est en train de bosser sur la V2 qui devrait arriver prochainement, très prochainement même. Et cette V2, elle inclura beaucoup plus de data on-chain qu'on estime étant pertinente pour comprendre un peu ce qui se passe sur le marché. Et puis, on va continuer à faire des rapports sur le marché et des analyses sur des analyses fondamentales, des analyses sur les innovations, sur les projets, etc. Donc, il y a une petite refonte de la plateforme qui arrive bientôt. Mais voilà, ce qu'il faut retenir sur la plateforme, c'est des analyses et des rapports de marché sur ce qui se passe dans les cryptos. Magnifique. Avec quelques beaux contributeurs, notamment Joe qui nous épaule sur certains aspects très techniques qu'il apprécie particulièrement. Ah, j'adore. Bah, moi, vous m'avez rendu bullish Ena, alors que de base, tu vois, je me pétais les couilles, quoi. D'ailleurs, Ouais. qu'est-ce que tu regardes, toi? Ah oui, on peut en parler, justement. Est-ce que toi, ça t'a rendu bullish, cette histoire sur Converge? Qu'est-ce que tu regardes, en fait? J'avais fait un tweet sur ça il y a quelques jours en disant que j'ai une petite période de down sur le marché, je vais pas vous mentir, surtout en début d'année, là, 2025, où je me disais, j'en ai vraiment marre de la direction dans laquelle va le marché. En plus, évidemment, les prix nous mettaient pas forcément... on va dire qu'on avait des œillères en fin d'année dernière en disant, les prix montent, certes, c'est pas forcément le marché le plus sympa dans lequel on est, mais les prix montent, donc on va faire comme si de rien n'était. Et puis, début d'année, je trouve que ça a été difficile parce que beaucoup de meme coins, beaucoup de... ce qu'on appelait la crime season avec des insiders qui font un petit peu tout et n'importe quoi. Et nous, on est un peu à côté en train de se dire, on se bat pour essayer de défendre un écosystème qui n'a pas l'air d'avoir envie d'être défendu. Et puis, finalement, je trouve que ça a été plutôt bénéfique pour moi dans le sens où j'ai revu un petit peu mes priorités et j'ai commencé à voir se distinguer en fait des projets que je suivais évidemment déjà, mais ils se sont un petit peu plus mis en lumière. Ils ont profité en fait de ça pour se mettre en lumière. Donc je vais parler par exemple de Hyperliquid, évidemment, mais aussi de projets comme AAV ou Morpho dans le secteur du lending, qui est un des secteurs que je trouve le plus intéressant actuellement. Évidemment Maple aussi, avec une verticale qui est un peu plus orientée sur les institutionnels, même s'il y a ce côté où tu peux y contribuer, y participer via certains modules. Donc dans le côté du lending il y a ça, et puis il y a aussi et on a bossé avec eux sur la plateforme Sable Protocol qui arrive, mais là c'est encore un petit peu autre chose, c'est dans l'innovation, donc c'est pas vraiment un projet qui était déjà en place, mais bon, donc j'ai vu certains projets se distinguer, et puis d'autres dans le secteur des stablecoins qui était pour moi le seul secteur vraiment où tu sentais qu'il y avait une vraie traction même quand le marché allait à la baisse. Et dans ce secteur là on sait que tu as des acteurs qui s'étaient positionnés, notamment Ethena. Et effectivement, j'ai toujours suivi Ethena et j'ai vu que malgré les conditions, malgré tout ce qui se passe, ils ont continué de build, ils ont continué d'apporter des nouvelles fonctionnalités intéressantes, des nouvelles initiatives avec Converge, on pourra en parler. Donc il y a ça. Et puis en fait, j'ai vu aussi un autre truc, c'est que tous ces projets-là, dans la majorité que j'ai cités, ils commencent un petit peu à essayer de s'imbriquer entre eux. Je rajouterais Pendle aussi dedans, bien sûr. Et ils commencent un petit peu à tous s'imbriquer. Ils ont chacun leur verticale. Et en fait, avant, chacun essayait d'évoluer dans son coin en disant « Ok, toi, tu fais ça, moi, je vais le développer en mieux. » Maintenant, on se dit « Ok, toi, tu fais ça, moi, j'ai la liquidité. Viens, on merge nos trucs. » On essaie de proposer une solution un peu plus... voilà. Et donc, je suis sorti aussi parce que peut-être les discussions avec toi, Joe, sur... j'ai toujours été plus un fan d'infra que d'app. Et finalement, avec du recul, je me dis que effectivement, les apps lead, on va dire, l'adoption. Donc je me suis un peu reculé des infras où je voyais que pour l'instant il n'y avait pas grand chose d'intéressant pour aller vers des apps. Et donc voilà, les projets que je suis actuellement, je les ai un petit peu tous cités, mais ça ressemble à ça un peu mon intérêt. Et effectivement, la semaine qu'on a fait dédiée à Ethena, juste parce qu'on avait envie de la faire, pas parce que c'était du sponsor ou quoi, elle m'a un peu ouvert encore plus les yeux sur le fait que j'appréciais ce qui était en train de se construire du côté d'Ethena. Ouais, voilà. Totalement d'accord.
Et petit débat, est-ce que toi tu crois au fait que Hyperliquid, alors pour l'histoire, c'est le gars de chez Félix, je crois, qui a fait un appel à Ethena pour coopérer. Et j'ai l'impression que toi tu y croyais. Moi j'ai du mal à y croire à cause de l'Effreal. Est-ce que tu as suivi? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou... Attends, je voulais ouvrir Twitter pour retrouver un truc, mais Twitter marche plus. Voilà, il y avait eu folie. il y avait eu un tweet de Shoku, le fondateur de Unit, ou même de Unit eux-mêmes, je crois, où ça parlait d'Ethena, et j'ai pas dit que je l'ai mis en bookmark en me disant tiens, il faudra que je regarde à un moment donné pour répondre à ta question justement, et je l'ai pas fait, mais il me semble que il parlait d'une éventuelle initiative enfin pas pour merger avec Ethena, mais potentiellement pour déployer l'USDE, etc. C'est ça. Donc dans la lignée de ce que je te disais à l'instant, je pense que Ethena, ils sont plus dans le truc de dire dans tous les cas, on va devoir développer notre stablecoin. Et tu sais, dans un des contenus qu'on a fait dans cette semaine sur Ethena, il y avait un contenu Analyst Note, où en gros, on a pris un des podcasts de Guy Young, qui est le fondateur de Ethena. Et en vrai, on l'a vraiment écouté, on s'est dit, vas-y, on va prendre point par point, et on va voir qu'est-ce qui est intéressant, où est-ce qu'il dit un peu un truc est faux, et pourquoi est-ce que ce qu'il dit est intéressant. Moi, il y a une des citations que j'ai pas au complet en tête, mais je sais même plus si on l'a remise telle quelle, mais en fait, il explique sa vision sur les stablecoins, et pourquoi il considère que les stablecoins actuellement dans le marché, c'est un souci, c'est parce qu'en fait, chaque plateforme centralisée va vouloir émettre son stablecoin, parce qu'on considère que c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent. C'est ça. Et donc, tu as Binance qui t'a imposé pendant un temps son BUSD, tu as Coinbase qui t'impose l'USDC, etc. Bref, toute plateforme impose son stablecoin. Et lui, il a dit, sa vision, c'est qu'en fait, on veut retourner le truc. On veut dire, c'est non pas la plateforme qui l'impose au trader, mais c'est le trader qui l'impose à la plateforme. Et pour que ton stablecoin il ait du succès, il faut qu'il soit déployé partout, et que surtout, ton trader il puisse avoir le choix, en fait. Donc je pense que leur vision avec l'USDE, c'est de le rendre le plus interopérable possible, c'est-à-dire lui donner un maximum de cas d'usage. Et tu vois, Ethereal, bien sûr, c'en est un. Tu vas aller mettre ton USDE sur Pendle et tu vas pouvoir ensuite aller le placer sur Ethereal, etc. Enfin, ils vont faire un truc, mais en fait, je pense que dans leur vision, ils sont là en mode, on va pas aller omettre complètement une app qui fait autant de volume, donc on va essayer de les mettre aussi en avant et d'aller en profiter. Donc je pense qu'ils vont quand même déployer l'USDE dessus. Maintenant, de là à aller push vraiment plus Hyperliquid, évidemment, il y a une certaine concurrence, mais voilà, je pense pas que ce soit fermé, quoi. Pas comme par exemple, Changpeng Zhao vis-à-vis de Binance et vis-à-vis d'Hyperliquid, tu vois. Mais c'est vrai que quand j'avais écrit cette partie de base, je l'avais écrit en mode Ethena, Effreal, ce serait un peu un compétiteur à Hyperliquid. Et après, à force de regarder l'interview, je me suis dit, ah non, en fait, le compétiteur, c'est Robinhood avec le USDG. J'ai vraiment l'impression que c'est plus ça. Donc, ouais. C'est vrai qu'on avait modifié après, effectivement, dans l'article, parce qu'on se disait que la logique voulait que ce soit plus un compétiteur d'Hyperliquid, mais effectivement, j'étais un peu d'accord avec toi aussi de ça, parce que tu as un peu cette idée de merger la finance tradi avec la finance on-chain, mais c'est aussi la vision d'Hyperliquid d'une certaine manière, et je pense qu'ils vont y avancer avec Unit et la tokenisation d'actifs. Mais pour le coup, là, je vais pas faire mon bullish Hyperliquid. Pour le coup, je pense que Ethena, avec Converge et Ethereal, ils ont beaucoup plus les clés en main pour réussir ce genre de choses-là. Enfin, moi, quand je vois le Converge, quand je vois qu'il s'associe avec Securitize, qui, pour rappel, pour ceux qui nous écoutent, Securitize, c'est quand même ceux qui tokenisent le fonds Build de BlackRock. Donc, sur l'article, on en parle. À eux deux, Ethena et Securitize, ils ont quand même 10 milliards de fonds sous gestion, de TVL, enfin, de fonds sous gestion, avec l'USDE et avec ce fonds Build. Donc, c'est quand même un gros acteur qui a déjà BlackRock dans son portefeuille. Et dans les autres qui ont rejoint, tu as du Morpho, du AAV, du Pendle, etc. Enfin, c'est un tas de gros acteurs. Du Maple qui, lui, est déjà aussi positionné un peu sur la verticale Instit et tout. Enfin, moi, Converge, j'ai un peu envie de voir ce que ça a donné parce que je pense que ça peut être vraiment cool. Je pense aussi. Franchement. Et tout à l'heure, j'avais retweeté, alors je crois que X marche vite fait, mais tout à l'heure, j'avais retweeté un truc de Morpho qui avait lancé un truc sur WorldCoin, et de son côté, Ethena avait fait un truc avec Telegram, tu vois, pour que les gens puissent envoyer l'USDE directement, tu vois, sur une mini-app, tout simplement. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment cool, en fait,
Bah, ça va dans ce sens de dire qu'ils vont démocratiser leur propre stablecoin et que pour ça, ils vont aller se mettre un peu partout et qu'on a vraiment des applications qui commencent vraiment à aller toucher tout ce qui est mainstream en fait. Morpho avec WorldCoin. Alors WorldCoin, peut-être que ça parle pas beaucoup à nous français, mais d'un point de vue purement mondial, il y a beaucoup de gens qui ont WorldCoin, mine de rien. WorldChain, Euh, tu veux dire alors? Enfin, l'app WorldCoin / WorldChain quoi. Ouais, ça Ah, doit ok. fonctionner. Parce que du coup, ils ont un peu comme Telegram une espèce d'app où tu as des applications dessus, etc., tu vois. Et moi, je trouvais ça vraiment cool de voir justement que Ethena allait aussi dans cette perspective. Bah, c'est dans la lignée de ce qu'on disait, et je trouve que vraiment, c'est là où tu te dis des fois, enfin, ça me confirme un peu cette idée qu'on avait qu'il y a des podcasts qui sont super intéressants et où parfois il y a des infos des alphas exceptionnels qui sont partagés. Alors là, c'est pas une alpha où vous auriez pu prendre un long, un short, j'en sais rien, tu vois, c'est pas une alpha de ouf, c'est sur un stablecoin et c'est juste pour ceux qui sont intéressés par l'écosystème, mais il y avait quand même ce truc où tu comprends que dans leur vision, c'est on veut le mettre partout, ce stablecoin. Et puis effectivement, 2 semaines après, bah, tu as des annonces dans ce sens-là et je trouve ça cool. Je pense qu'ils ont la bonne vision de déployer leur stablecoin au maximum partout. C'est complexe, je pense, pour eux à l'échelle de la gestion de l'infra, etc. Mais c'est cool. Et du coup, j'ai hâte de voir aussi, et d'ailleurs, je peux te retourner à une question, Joe. Je me souviens plus trop, mais sur Converge, on a la certitude que le ENA aura un rôle, le token ENA, parce que bon, on Oui. va parler un peu plus d'un truc qui peut intéresser peut-être les gens, mais sans conseil en investissement, bien sûr. Mais est-ce que le ENA aura un rôle vraiment important à jouer? Je crois, il me semble, Ah. mais... Important, c'est comme, tu vois, le token de MegaETH, il va aussi servir pour la sécurité des séquenceurs. Là, c'est la même chose, ils ont des validateurs, donc ça sert à slash le stake. Mais est-ce que ça représente vraiment une pression acheteuse? Tu vois, ça représente sur le moment quand ils arrivent. Mais bon, c'est 10 validateurs. C'est pas. Voilà. Après, en plus, comme le token de gaz, c'est de l'USDE ou de l'USDTB, voilà, pas plus que ça. Mais c'est déjà ça. Voilà, c'est plus que ce qu'il y avait avant. On va pas Après, se plaindre. est-ce qu'on a vraiment besoin qu'un token soit utile pour que ça monte? Non. Ça, c'est encore un autre débat. Ouais, très bon débat. Et en dehors de ça, qu'est-ce qui t'intéresse du coup, à part du coup, alors évidemment Hype, ça on a tous compris, Ethena, qu'est-ce qui t'intéresse, sans parler de token, voilà, on va parler juste de tech, comme ça on te mouille pas. Qu'est-ce qui t'intéresse un petit peu? Attends, je voulais faire une parenthèse, parce que je voulais juste partager le vas-y. lien du live à un pote. C'est sur quel... parce que je le vois pas sur Twitch. C'est On n'est que pas sur sur Twitch, Twitter. on est absolument, pas sur on est Twitch, sur frérot. X et sur YouTube. Ah, ok. Parce que je sais Je que peux vous avez un t'envoyer. compte Twitch, mais... Non, mais ok, c'est bon. Je l'ai Je sur peux YouTube. t'envoyer le lien s'il faut. C'est juste que c'est un pote qui est un peu Twitch, quoi. Ok. Ah. Cimer. Non, mais je vais partager YouTube. Pardon, désolé. Du coup, ta question, c'était... excuse-moi. Les autres projets que je suis et les... Ouais, qu'est-ce qui t'excite un petit peu dans cet écosystème, hein? Bah écoute, comme je te disais là à l'instant, c'est bon, évidemment Hyperliquid, Hyper EVM, le farming de ça parce que je pense que c'est la meilleure opportunité pour déployer du capital actuellement. Donc là, c'est là que je mets le plus de temps. Après, je suis en train d'essayer d'un petit peu suivre les lancements de DEX qui sont concurrents à Hyperliquid. Parce qu'il y en a pas mal. Et à chaque fois, en fait, ils reprennent la même recette qui a l'air d'avoir fonctionné sur Hyperliquid. Du coup, ils essaient de la reprendre, à savoir un système de points clairs avec des semaines, une date finale et voilà. Le truc que je me dis, c'est que pour en avoir farmé des airdrops depuis des années et des années, c'est rarement une bonne chose quand ça se passe comme ça. Dans le sens où on avait eu à l'époque l'airdrop d'Uniswap, on avait farmé tous les autres protocoles similaires, et puis à part Paraswap et encore, il n'y avait pas beaucoup qui avaient donné satisfaction. Ensuite, il y avait eu les L2 avec Arbitrum qui avaient été exceptionnels, et puis toutes les autres, ça avait été en décroissant. Donc, je me dis, là, je ne sais pas si je vais y consacrer vraiment beaucoup de temps et beaucoup de capital sur ces protocoles-là. Surtout qu'il faut en avoir du capital, il faut être prêt à dépenser des frais, et ça peut être embêtant et tout. Donc, pour l'instant, j'hésite. Je voudrais bien vos avis plus tard, si vous voulez. Et puis après, sinon, pour le reste,
comme je vous ai dit, hein, je regarde beaucoup de plus en plus ce qui se passe en DeFi, les initiatives un peu novatrices en DeFi, non pas de la DeFi de dégène, mais plus des trucs qui sont un peu à l'intersection entre, on va dire, de la finance tradi ou des gens qui ont beaucoup de fonds à allouer, parce que c'est vers là qu'on va, et donc c'est vers là que se développent aussi les nouvelles initiatives, et puis des protocoles de DeFi qui essaient on va dire, d'améliorer l'infra existante. Et donc, par exemple, on parlait de Fluide ensemble en off, Ouais. sur lequel qui m'intéresse particulièrement, et puis aussi c'est un projet français ou francophone, en tout cas Soul, avec qui on a travaillé. Donc bon, on était en partenariat avec eux. Donc évidemment, je suis un peu biaisé, mais il y a plein de projets avec qui on a bossé où j'en parle pas particulièrement en dehors de ça. Mais pour le coup, Soul, j'apprécie aussi l'idée qui rejoint un petit peu d'ailleurs celle de Fluide, d'essayer d'unifier un peu les protocoles, et je trouve ça sympa. Et d'ailleurs, il y a une campagne probablement d'airdrop. Donc voilà, c'est un peu vers là que se tournent mes regards actuellement. Et Skate, non? Je vais te le vendre. En fait, j'ai l'impression que j'arrive trop. Mais oui. J'ai l'impression que j'arrive trop tard. Pour faire l'airdrop? Ouais. Non, mais après, t'es intéressé, tu vois. Ouais. S'il n'y a pas d'argent à faire, c'est moins drôle. Ouais, c'est vrai. Non, effectivement, en fait, je l'avais vu tôt, mais je crois que c'est toi qui en avais parlé assez tôt, ou en tout cas, je me souviens en avoir entendu parler. En septembre. À moins que je me trompe, hein. À moins que je me trompe, mais je crois que j'en avais entendu parler en début d'année dernière. Ouais. Il y a longtemps, ouais. Mais attends. C'était pas moi. Le problème, c'est qu'il y a encore Twitter qui marche pas. Je vais aller voir ça. Ils avaient fait. C'est Skate, d'accord. Ouais. Ils avaient fait leur truc avec. Alors, je crois. On parle de celui-là, là. Ah oui, moi aussi. Ouais, bien sûr. Alors, je vais pas te mentir, pourquoi est-ce que je m'en souviens du coup? Parce que j'étais encore chez Cryptost à l'époque et qu'on avait été contacté pour bosser avec eux. Du coup, j'avais pas trop suivi le deal après et s'il y avait eu vraiment une collab ou pas. Mais du coup, oui, j'en avais entendu parler. Mais du coup, voilà, ça fait 1 an qu'il y a ces rumeurs d'airdrop. Et là, je me dis maintenant y arriver et commencer à mettre des fonds dessus. Je pense que je suis un peu tard. Donc, je préfère passer mon tour. Mais je regarderai si ça t'intéresse. Tu peux yapper, hein. Si toi, ah ouais? Je sais plus si la campagne est déjà passée, mais il y a un moment où on pouvait yapper, ouais. Je crois qu'elle est déjà passée, j'ai un doute. Il donnait 1% de supply. Ça aussi, effectivement, c'est un sujet qui m'intéresse, l'infofi. Et Kaito et tout ça. En fait, il y a un peu un truc, moi, qui me fatigue. En fait, je suis pas un tweetos de base. Genre, tu vois, j'ai un compte Twitter dans les cryptos depuis 5 ans. J'ai moins d'abonnés que vous, je pense. J'ai du mal à faire des tweets d'engagement. Je sais pas trop faire, tu vois. Et puis en plus, je parle pas trop de prix de crypto. Je donne pas trop de call. À part pour dire que je rachète un dip. Super. Très bon call, ouais. Et le seul call que j'ai fait, vraiment, c'est ça. Et j'ai call hype. L'airdrop il y a longtemps, voilà, 2 calls dans ma vie. Mais non, mais entre guillemets, je suis pas un tweetos et du coup, j'ai pas envie de me forcer à tweeter pour faire du yap. J'ai l'impression que je dénature un peu le truc. Et justement, j'aime l'idée de Kaito et j'aime pas l'idée de le dénaturer. Donc, j'ai pas envie de contribuer un peu à ça en disant je vais moi-même faire des tweets juste pour yapper et farmer un airdrop parce que du coup, je biaise un peu un modèle que j'estime être un modèle intéressant et que j'ai pas envie qu'il soit biaisé. Donc, je préfère ne pas le faire. Mais le modèle, il sert à ça en soi. Il sert à incentiver à ce que tu écrives, tu vois. Oui, mais j'ai pas envie d'écrire pour écrire. Genre, en l'occurrence, j'ai pas envie de, tu vois, vu que je tweete pas beaucoup et que si je vais tweeter sur un projet, je vais le faire en me disant, ok, j'apprécie, je vais donc faire un gros tweet, un thread, je sais pas, tu vois. Je vais pas juste faire un tweet en disant, les gars, skate bangers qui viennent de lâcher, tu vois. Ça, c'est pas le genre de tweet que je fais habituellement. Non. Donc, du coup, c'est soit j'y vais fort et je fais, ok, je vais faire un gros truc sur le projet, un gros thread, machin, et je vais yapper avec ça, ou alors, juste, je vais pas faire des micro-tweets sous des trucs d'influenceurs en disant yo, trop bien, t'as raison, j'adore ce truc. C'est pas ce que je fais, donc du coup, je le fais pas. En mode, j'ai pas envie de dénaturer le truc, tu vois. Donc, après, voilà. Théoriquement, tu yappes pas comme ça. En reply guy, en mode yo, j'aime bien, tu veux pas yapper. Maintenant, non, mais à une époque, ça marchait. Ouais, à une époque, ouais. Heureusement qu'ils ont changé le go. Ouais, la bonne époque, admettons. Tiens, tu me rappelles que je suis pas allé voir mes yaps depuis une éternité, tiens. T'es sur Wallchain?
T'es sur Ethos? Mec, ça c'est encore le genre de truc. C'est quoi? C'est encore des concurrents. C'est toi qui l'avais partagé, je C'est crois, ce ça. truc-là, non? Ah C'est ouais, des je concurrents parlais de des deux. Kaito. Il y en a un troisième, il y a Amira aussi depuis pas longtemps. Sur Voilà. Abstract. Bah, same shit que sur Hyper Liquid. Hein. Oh putain, pardon, j'ai fait des yaps. Même truc que sur Hyper Liquid. Ah, le bâtard. Mec, la dernière fois que j'ai vu, j'étais à 3 yaps. Et t'as combien là? Pourquoi j'ai 14 yaps là? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh là là. Je suis À un la yapper, richesse. hein. Je suis un yapper de fou là, les gars. Non, mais Kaito, tu vois, c'est un modèle qui a fonctionné. Ils sont arrivés là en bombe. Ils ont un peu mis un truc en mode. Ils ont résolu un problème en vrai, qui était un vrai problème pour les projets. Puisque du coup, vu que je bossais pour un média, je sais un peu c'est quoi le problème d'un projet crypto qui veut avoir accès à de la visibilité, etc. Parce que c'est impossible à quantifier. À l'époque, Galx, je sais pas comment tu prononces, Galaxy, Galx. Enfin, vous voyez, hein, les Galaxy. Je vois. Bon, en tout cas, les Galaxy, peut-être, je sais pas. Les trucs qui permettent de faire des campagnes, tu sais, pour farm les airdrops, etc. Bah, ça, c'était une super idée parce que vu que tu connectais ton wallet, ils pouvaient recevoir les stats sur les wallets et dire, bah, on a eu 10 000 participants à cette campagne, donc on vous a ramené 10 000 personnes, c'est cool. Mais derrière, bah, il n'y avait pas vraiment d'incentive long terme. Ensuite, tu allais faire du marketing avec des médias, avec des influx, c'est pareil, tu vois, ils vont faire un tweet, tu peux pas quantifier vraiment l'impact que ça a. Là, en fait, tu mobilises des users, tu mobilises des builders, tu mobilises des médias, tu mobilises en fait tout le monde, enfin des KOL, pour parler d'un projet et tu peux vraiment le quantifier, puisqu'apparemment, ils ont réussi à développer un truc qui permet de savoir à peu près quel est, on va dire, le taux de... le mindshare finalement d'un projet, d'un token, d'une narrative sur X et ailleurs. Et du coup, ils ont quand même résolu un vrai problème. Alors maintenant, il faut s'assurer que le truc fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de farming, etc. Mais en tout cas, ils sont arrivés avec une vraie proposition. On n'a pas l'impression que les gens ne comprennent pas forcément que c'est la même proposition qu'un média en réalité, ou qu'une boîte de marketing. Mais dans le fond, c'est un peu la même chose. Et forcément, quand tu as un truc qui marche comme ça, dans un secteur où tu vois, je pense, le poids du marketing dans un secteur comme les cryptos, il est immense. L'argent qui circule pour faire du marketing et tout. Je pense qu'il y en a plein qui se sont dit, bah, il y a juste une part du gâteau à aller prendre. Et bah voilà, comme avec Hyper Liquid, tu as plein de concurrents qui arrivent. Et moi, à partir du moment où j'aime bien être sur les premiers projets, j'aime pas être sur les concurrents un peu copycat qui veulent se. Voilà. Donc après, c'est de la frimonie, tu vois. Wallchain, tu tweets, tu reçois des points aussi. Peu importe ce qu'il te donne, c'est la même chose, tu vois. Oui, c'est pas pour une participation qui est active pour le coup. Ouais. Mais vu le succès que j'ai sur les yaps, 14 yaps, bon, voilà quoi. Donc dans tous les cas, moi en plus je suis pas forcément un grand yapper, donc je me dis que j'en aurais pas beaucoup plus sur Wallchain, à part s'ils ont un modèle un peu différent et que par hasard je rentre dans ce modèle-là comme étant quelqu'un d'influent ou j'en sais rien, mais bon. Pour l'instant, on sait pas. Hein. Et après, Ethos c'est très différent. Je sais pas si toi tu connais bien Egri Ethos. Ouais. Tu le fermes encore là? Non. Mais. Non. Moi j'arrête pas. En fait, c'est que j'ai un problème avec. Enfin. En fait, j'aime bien le principe de Ethos, mais dans sa manière de fonctionner à l'heure actuelle, je suis moyen convaincu. Mais ça reste intéressant. Mais je peux pas dire que ce soit mauvais. Alors pour ceux qui connaissent pas Ethos, marché de réputation, tac. Mais c'est pas mal pour voir les scammers sur X directement. Grâce à l'extension, tu les captes tout de suite, quoi. Merde, d'ailleurs, mon extension elle s'est désactivée. Oups. Bref, du coup, vous avez un marché de réputation où les gens en fait mettent des notes aux autres. Et vous avez même une notion de slashing où si jamais vous voulez vraiment dénoncer quelqu'un qui fait n'importe quoi, vous pouvez mettre vos points de réputation en jeu. Et après, c'est un vote communautaire qui décide de si la personne elle est bien ou si elle est pas bien. Et je crois aussi qu'on a même le Ethos Market, qui permet d'acheter ça permet d'acheter de la confiance de quelqu'un. Voilà. Un peu comme si tu pariais sur le fait que quelqu'un fasse de la merde ou pas. Donc voilà, c'est un peu on est dans la même veine de Kaito dans le sens associé au créateur. Enfin, ou même si c'est un token qui n'est pas vraiment échangeable sur le marché, mais... Alors là, c'est Enfin, j'imagine que ça doit être fait comme ça. J'ai pas regardé en détail, pour être honnête. Surtout le Ethos Market. Mais tu achètes et tu vends face à une pool de liquidité.
Enfin, c'est une pool de liquidité, ouais. Ok. Pas mal. Ça me Donc, rappelle un peu ce que faisaient les gars de Noodles Fun sur Abstract. Ouais, bah c'est ça. C'est similaire. Oui. C'est similaire. Après, le problème de Ethos, c'est que, je sais pas, ils mettent du temps à donner des accès. Du coup, je trouve que la plateforme a perdu de son souffle rapidement. Enfin, je Ouais. trouve que la hype, elle est pas bien maintenue, mais après, ça reste intéressant d'aller, dès que vous avez un code, voilà, d'aller voter pour les gens, d'utiliser l'app, etc. J'imagine qu'il y aura un token, ça me paraît relativement sensé. Et ça fait partie de cette veine de l'infofaille un peu qualitative, dans le sens où jusqu'à maintenant, en vrai, l'infofaille, c'était beaucoup de projets extérieurs à Twitter, enfin X, alors que maintenant, c'est des trucs qui viennent se greffer par-dessus, tu vois. Kaito se greffe par-dessus, Ethos se greffe par-dessus avec l'extension, alors que jusqu'à maintenant, on avait eu des trucs du style Friendtech, machin, tous ces trucs de groupes privés, etc. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et je trouve que c'est mieux dans ce sens-là, et qu'on a peut-être enfin un peu d'infofaille un peu intéressante. Clairement. Ouais. Alors je pense à un truc complètement différent. Petite parenthèse comme ça. En fait, ça me faisait penser à ce que tu disais, au fait qu'effectivement, à une époque, on voulait tout mettre sur la blockchain en disant, tu sais, c'était la tendance de 2021 de tu prends une entreprise qui fonctionne, tu la fous sur la blockchain. Chose qu'on a compris qui ne fonctionnait pas du coup. Et bon, c'était l'idée des réseaux sociaux décentralisés en disant, on va avoir un Twitter mais sur la blockchain. Et effectivement, on pourrait suivre par exemple les interactions autour d'un token, un truc. Bon, en fait, on se rend compte qu'on peut faire la même chose en utilisant ce qui existe déjà et en rajoutant une couche comme Kaito, etc. Et ça me fait penser à un truc qui, en fait, n'a rien à voir. Je sais même pas comment l'amener, mais j'ai vu un truc passer de la part de DeFi Lama là, ces derniers jours. Je sais pas si vous avez vu. En vrai, DeFi Lama, moi, je suis abasourdi par leur manière de build des trucs et je pense que on sait pas la moitié des choses qui sont en train de build pour les années qui viennent là. Mais ils ont mis en place un système d'abonnement. Et ça me parle en fait parce que en tant que pareil, quelqu'un qui a bossé dans un média, on s'est souvent questionné en se disant comment tu rends ton média un petit peu plus Web3, un petit peu plus dans l'âme du truc. Et en fait, leur proposition, c'est de dire tu payes un abonnement sur DeFi Lama, au lieu de le payer, si tu mets par exemple 500 balles de liquidité dans un pool, avec les fees que tu vas générer à l'année, tu auras 50% de ton abonnement qui est payé. Si tu mets 1000 balles, tu auras tout ton abonnement en fait. Donc en gros, tu passes par DeFi Lama, tu poses $1000 dans un pool de liquidité, tu génères ton rendement et ton rendement te paye ton abonnement. Et je trouve ça un peu stylé. Et voilà, je voulais juste dire ça. Très, très cool. Après, Est-ce que c'est pas un peu niche quand même? Parce que faut le vouloir, tu vois, il y a des gens qui veulent pas poser des LP. Ouais, mais en fait, regarde, ce que je veux dire par là, et quand même ça connecte un peu avec ce qu'on disait, c'est il y a aussi un peu un truc, par exemple, imagine nous avec Oak Research. Dans 1 mois et demi, 2 mois, on lance la V2, on lance des abonnements payants. On va dire, ok, on va aller par exemple bosser avec AAV, voilà, ou Curve par exemple, peu importe. Et on leur dit, ok les gars, on va faire un truc. Nous, ça nous coûte rien parce qu'on récupère de l'argent dans tous les cas sur nos abonnements, mais on dit aux gens, vous pouvez aller poser 1000 balles de liquidité sur Curve. Les frais du coup que vous générez vont dans notre poche pour l'abonnement. Et Curve, ils sont contents parce qu'il y a 1000 balles de liquidité en plus. Et donc en fait, tu as toujours ce truc c'est une nouvelle manière d'orienter finalement un peu les gens vers des protocoles. C'est pas du marketing, tu vois, mais je sais pas, c'est une manière un peu différente d'aller collaborer avec des protocoles de DeFi, de leur apporter quelque chose en échange du nombre de personnes que tu as autour de toi et qui te suivent, ainsi de suite. Donc je trouve ça aussi un peu intéressant. Tu vois, mais tu as toujours l'option d'acheter tous les mois. T'as pas que ça. En fait, c'est ça. Les films, ils vont pas avoir que ça. Ah, voilà. Évidemment, sinon ils savent que c'est foutu parce que bon. C'est foutu. Mais non, mais c'est des options, tu vois, que je trouve potentiellement cool. En fait, ça peut ouvrir tellement de portes. Tu vois, je reprends un peu ce petit goût que j'avais en 2021 de dire je pense qu'il y a plein de trucs sympas qui peuvent se build et sans être non plus des usines à gaz, tu vois, mais des petits trucs cool comme ça. Je trouve que c'est des petites features qui me font plaisir et où je me dis ouais, ça peut aller dans un sens cool à l'avenir, j'en sais rien, mais voilà. Ok. Juste en train Voilà, de si regarder, tu veux en une vrai, idée de business, si tu veux une idée de business, tu fais un agrégateur comme ça, mec. Ton idée de business, c'est tu fais une interface où tu dis
t'as AAV, t'as Curve, t'as Morpho, t'as Maple, t'as j'en sais rien quoi en dessous. Et tu dis, pour chaque truc que tu déposes, tu trouves des partenariats avec des Kaito, avec des trucs qui payent des abonnements, et tu fais ça. Tu mets les gens en relation et tu fais une interface qui prend. Ouais, il y a genre plein d'idées, je pense, comme ça. Ça vous des idées. Voilà, s'il y a des builders dans le live. Il y en a C'est sûrement. clair. Et tiens, d'ailleurs, j'ai vu passer dans le chat quelqu'un qui me demandait est-ce que vous recrutez des rédacteurs, des analystes un peu chez Research? Ouais, pardon, j'ai envie de tousser. Je t'en prie. Le bon moment. Excusez-moi. Ouais, effectivement, on est toujours ouvert à discuter avec des gens qui sont passionnés. Hein. On n'est pas le média le plus riche du monde. Donc on n'a pas la capacité à payer énormément les contributeurs. On essaie de le faire au mieux par rapport à... Enfin, mieux que la majorité des médias quand même, parce que le monde du média, c'est dur. Mais voilà, on n'a pas un budget extensible, mais en réalité, tant qu'il y a... Notre but, c'est juste de mettre en avant un maximum de petits contributeurs qui font des choses de ouf. Donc, si la personne est intéressée, qu'il m'envoie un message sur Twitter ou sur le Twitter de Hawk. Hein. Vous avez... je vais mettre les liens dans la description du live pour ceux qui seront intéressés. Tac, si jamais X décide d'arrêter d'être gênant. Tac. Vous êtes down. Vas-y, parce que du coup, c'est moi qui donne mes avis, mais vous, c'est quoi un petit peu vos trucs du moment, là? Je te laisse, Vas-y, je te laisse commencer, Joe. Ah. Toi, t'es tout le temps sur les charts aussi. Est-ce que tu t'intéresses encore un peu au fond en ce moment? Alors, très honnêtement, j'ai pas mis le nez dans un white paper depuis, même dans une doc, ça fait très longtemps. Parce que, j'aime bien m'intéresser à la surface, tu vois, j'aime bien comprendre les trucs. Tu vois, je lis des articles de gens bien plus talentueux que moi qui m'expliquent des tas de trucs que j'ai pas le temps ni l'envie de prendre moi-même de faire. Mais disons que moi, sur la partie fonda, il y a deux trucs qui m'intéressent plus que le reste. C'est Hyperliquid MDR, voilà, avec tout ce qui se construit dessus. C'est pas une surprise, parce que je trouve qu'il y a vraiment des synergies qui sont vraiment ultra intéressantes. Là, ils ont annoncé ce matin ou hier soir, je sais plus, qu'ils allaient ouvrir le marché des produits perp, tu vois. Genre, tout le monde va pouvoir lister son propre 20 millions, token. Oui, bon, après, bon. Enfin, 1 million de tokens. Enfin, 1 million de tokens. Ah, il faut 20 millions pour lister son truc. Mais bon, bénéf pour nous, hein. Bénéf pour nous. Moi, ça me va, hein, c'est du buyback. Voilà. On va avoir le spot qui continue à grandir. J'ai vu passer le sol qui devrait arriver très bientôt. Il y a le Fartcoin, pardon, qui va être listé aussi bientôt aussi. Donc, on est vraiment... Enfin, je trouve qu'Hyperliquid est en train de devenir l'immense machine que la vision... Enfin, ouais, que la majorité des gens qui avaient la vision avaient, quoi, et c'est en train de se réaliser. Donc moi, je trouve ça vraiment cool. Et l'Hyper-EVM aussi, en plus, t'as une TVL de fou qui monte. Donc moi, j'ai de la liquidité là-bas, principalement du Bitcoin que je fous sur plusieurs protocoles différents. J'emprunte des stables, je fais des trucs, des micmacs, je swap dans tous les sens, histoire de générer du volume, etc. Donc ça fait partie du gros centre d'intérêt. Et après, sur la partie des trucs qui vont vite, il y a Mega ETH, où j'ai vraiment envie de couvrir un peu plus le truc, parce que je trouve que en France, c'est mal couvert, ou pas suffisamment couvert, et dans les trucs un peu niche, je trouve que ça manque. Alors je dis pas que c'est pas couvert, hein. Il y a des gens très bien qui le font, je crois que Frenchy en a parlé, Pasher en a parlé évidemment. Ah nous, on en avait parlé à l'époque de... à l'époque de la levée via Echo, on avait expliqué un peu ce que c'était Mega ETH et tout. C'est ça. Et là, il y a les apps qui commencent à se lancer, le testnet, c'est quand même intéressant d'aller l'utiliser. Ça va commencer à être cool, va sûrement y avoir des opportunités quand ça va se lancer. Donc j'ai envie de me plonger le bec dedans, parce que je pense qu'il y aura des opportunités là-bas, et ça fait partie de ces trucs que j'aime bien. Et après, il y a tout ce qui est PerpDex, t'en parlais juste avant, où j'ai de la thune à peu près sur tous les trucs, pour faire du delta neutral et farmer des points, parce que quand c'est early, tu peux gratter des points facilement. Donc je me gêne pas, j'ai une idée de la valorisation à laquelle à peu près mes frais sont payés, donc je pense ne pas être perdant. Mais c'est comme tout, hein, ça se trouve
ça marchera pas et tant pis. Tu demandais tout à l'heure les paires decks que moi je regardais. Moi je sais que je suis sur Vest en ce moment. Hier j'ai vu passer Extended que je suis allé tester aussi, histoire de farmer une petite semaine pendant qu'il y a personne. Et du côté de la TradFi, il y a Ostium qui est vraiment trop intéressant. J'ai utilisé Ostium là ce matin pour envoyer un short sur l'euro. Et en vrai, alors l'UX c'est un peu... ouais, bon, écoute, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'entends? Bref, mais en vrai, l'app est vraiment sympa. Alors c'est un peu chiant en termes d'UX, genre quand tu dois signer un peu... genre tu dois signer à chaque transaction, tu vois. Tu te connectes, tu déposes, ça prend tes thunes. C'est pas l'app avec la meilleure UX. Par contre, j'utilise un peu, et en plus, vu que tu peux faire des trucs sur le Forex, tu peux faire facilement du volume avec peu d'argent, donc j'utilise ça, et c'est un peu ce que je regarde en ce moment. Voilà pour les 3 grands centres d'intérêt, grosso modo. Ok. Ça me rappelle que je farmais Aventis Oh wow. sur Base. Je sais même pas s'ils ont lancé leur token un jour. Hein. Aïe. C'est vrai qu'il y avait... Je sais même pas ce que ça donne. Je suis déçu. Voilà, ça m'a rappelé ça. Ok. Mais on faudra qu'on reparle aussi d'un truc, Joe. Ah, pardon, excuse-moi, mais je pense que tu vas peut-être le nommer, mais je trouve qu'il se passe des trucs de fou là sur Ethereum. Voilà. Sur Ethereum? Oui. Attends, sur Ethereum ou sur les Layer 2? Bon, pour moi, c'est la même chose. Mais... Non, ça revient un petit peu sur Ethereum, mais ça bouge, quoi. Ça bouge sur le L1. Et sur le L2 aussi. Et, sur le L2 aussi. Et on va dire qu'enfin, il commence à... Enfin, la vision qu'on connaît de longue date et tous les travaux avant, qui étaient plus des travaux préparatoires, sont en train potentiellement d'avoir mené à la situation dans laquelle on est maintenant. On va pouvoir développer enfin les trucs intéressants. Et il faut que je commence à dig. Et si tu es chaud peut-être un jour d'écrire sur ça, mais il y a son truc avec Vitalik et bref, tout ce qui se passe sur Ethereum là en ce moment, c'est cool. Donc, peut-être que c'est ça qui t'intéresse, si tu as un peu plus la parole. Non, mais ouais. Après, sur Ethereum, je suis un peu divisé. J'ai l'impression que tout le monde croit que ça va devenir un Solana et que ça va rattraper la nostalgie de 2020. Je pense même pas que ce soit leur vision d'ailleurs. Je pense que c'est vraiment le fait d'accélérer L1 pour rester le meilleur settlement layer et DA layer. Je vois mal, tu vois, un écosystème revenir. Je vois bien une petite saison, tu vois, mais je pense que les gens, ils sont partis, ils veulent du sexy, ils veulent du nouveau, et je pense pas qu'Ethereum arrivera à rattraper ces dégènes. Et aujourd'hui, c'est les dégènes qui font le plus de revenus, tu vois, c'est des pump funds, c'est des virtuals, et je vois mal ça revenir sur Ethereum, ou alors en petite saison. Je pense que les gens se font un peu trop d'idées là-dessus, alors que pour moi, leur vision, elle est beaucoup plus long terme, en mode, on a besoin d'un layer 1 qui tabasse, on va le faire, et je suis très content qu'il s'active un peu avec la nouvelle fondation. Après, sur ce que, parce que moi j'ai pas dit ce que je surveille, en fait j'ai plusieurs Joe, tu vois, j'ai un Joe qui est très stable, j'adore ce que fait Converge, j'adore ce que fait Hyperliquid, tout ce qui est application, tout ça, et j'ai un Joe qui est moins stable, qui est en mode plus spéculatif, Peak par exemple, sur la robotique. Je pense que la robotique c'est un truc qui est en train d'arriver de plus en plus, les agents IA évidemment. Il y a Mega ETH que j'aime en plus stable. En ce moment je me tape l'interview qu'on a fait avec Bread de fond en large, et en fait quand je la faisais, je captais pas forcément toute la vision, et là je suis en train de voir la vision, et j'adore, en fait, ça fait trop sens, et je pense que toutes les layers 2 ont merdé, ont rien compris, et je pense que Mega ETH a vraiment compris. Les termes pour la parenthèse, je pense que Mega ETH, ils ont énormément de chance d'avoir Bread, dans le sens où c'était un des influx orienté recherche, pas orienté juste acheter ce coin. Un mec qui faisait de la recherche ultra intéressante et de l'analyse ultra intéressante sur Twitter depuis des années, j'exagère, mais depuis des mois au moins, et qui était focalisé sur les L2. Et moi, c'était une de mes sources d'inspiration pour des contenus et de discussion, parce qu'on avait pas mal discuté à l'époque avec lui, quand on parlait de l'arrivée des blobs, de ce que ça de ce que ça pourrait donner et tout. Il était ultra pertinent, il mettait des sujets que personne n'avait mis sur Twitter avant. Le premier, il en parlait. Et en fait, quand tu as ce genre de gars-là qui a autant d'expérience, je pense que en fait, si tu écoutes vraiment ses conseils, ça peut être ultra utile quand tu builds un truc comme Mega ETH. Je pense qu'ils ont quand même... C'est bien pour eux. Carrément. Mais il y a plusieurs fois où pendant des mois, tu sais, à l'époque, j'étais beaucoup plus
En fait, j'adoptais la vision d'Ethereum sur le DA layer, tout ça. Et du coup, on se fightait un petit peu gentiment avec Bread parce qu'on n'était pas du tout d'accord. Et là, avec le recul, je me dis, en fait, il a raison depuis le départ, tu vois. Et là, encore aujourd'hui, il dit, Ethereum en tant que DA layer, j'y crois pas. Ça fait des mois, ça fait quasiment un an qu'il le dit. Et moi, je commence à comprendre, en fait, ce qu'il veut dire. Et pareil, Celestia. Voilà, Celestia, moi, c'est un truc que je trouve totalement pertinent. On a fait l'interview il y a 2 jours, d'ailleurs, qui était très cool. D'ailleurs, si vous voulez faire un analyse note dessus, c'est il y a beaucoup de fact-check à prendre, je crois, parce qu'il est Nick, il aime bien défendre son projet. Ouais. Ah ouais. Mais Ouais, non, mais bah, il y a sur ça, ouais. un truc qui m'explique, moi. Il y a un vrai sujet sur Celestia et sur la data availability aussi. Ouais. Et encore une fois, tu vois, hier, pas hier, avant-hier, je lui ai demandé des sources sur la demande pour la DA. Pas de réponse. Personne n'a fait ça. Moi, je trouve ça choquant. C'est super dur. Source, Volvic. Non, mais en vrai, mec, c'est super dur. En fait, c'est des trucs, en gros, tu vois, tu peux difficilement. C'est-à-dire que tu vois, un gars qui va faire un truc sur Dune ou quoi, ou qui va essayer d'aller agréger de la data pour faire des charts sur un nouveau truc, c'est assez simple quand c'est de la transaction classique. Tu vois, tu t'agrèges les transactions de protocole, etc. Tu sais lire un smart contract, tu y arrives. Là, mec, c'est encore autre chose parce que de par la conception d'Ethereum et des blobs et tout, tu peux pas vraiment savoir tout ce qui s'y intègre. Et puis en plus, c'est pas transaction par transaction parce que c'est batché. Donc tu peux difficilement déjà avoir accès à ça. Donc si tu veux même faire un ratio entre la DA qui passe par des tiers autres que Ethereum finalement, déjà tu vas avoir un peu de mal et tout. Je sais qu'il y a un gros sujet sur ça. Alors il y en a qui en proposent de la data, mais je sais pas exactement comment ils font, mais je pense que c'est difficile. C'est un peu encore un sujet, pas forcément de niche, mais un peu compliqué à accéder pour la data. Donc peu de monde en parle parce que si t'as pas un chart sympa à mettre sur Twitter, personne ne va en parler. Et aussi, en fait, les gens s'en foutent un peu parce qu'en soi, c'est des sujets qui concernent des nerds comme nous parce que ça nous fait marrer de savoir dans quelle direction ça va aller, tu vois. Mais en vrai, le commun des mortels, il s'en fout. Hein. C'est aussi pour ça que moi, je te vois sortir ton épée tous les matins pour aller défendre Ethereum et aller battre dans ce sujet-là, mec. Je te vois comme Jon Snow qui fait aller, c'est finito, j'y vais. Mec, nous, ça fait des années qu'on a fait aller. Je lâche l'affaire, mon gars. Je lâche l'affaire, j'en peux plus. En fait, j'en peux plus. J'en peux plus parce que aussi le prix d'Ethereum m'a pas forcément donné raison, mais quand en début 2024, je disais, les gars, c'est une dinguerie, personne n'est prêt à ce qui va se passer cette année sur Ethereum. Il y a le IP 1556, il y a tout ça, le proto-dank sharding, première étape vers un sharding, etc. Enfin, les gens étaient là en mode, j'en ai rien à foutre en fait. Dis-moi si ça va à 4000 ou pas. Et effectivement, en fait, tout ça, c'est arrivé. On était trop contents. On était tous entre nous en train de se dire, ouais, c'est trop bien. Regarde, là, les blobs sont en train d'être de plus en plus remplis. Qui s'y intéresse? Qui se dit, ah ok, ça. Super, le blob est rempli, je vais long ETH. Non. Le blob est plein. Voilà. Le blob est plein, les enfants. Donc moi, mon blob, il était plein, donc j'ai fait aller. C'était la goutte de trop, j'ai fait aller. Magnifique. Donc j'évite d'en parler, mais voilà, je pense que c'est un peu un truc de nerd, quoi. Mais tu vois, c'est dommage parce que même sans aller très loin, tu peux quand même te dire, ok, il y a la vision monétique, il y a la vision modulaire, laquelle, tu vois, ne serait-ce que pour prendre un peu d'avance, vers quoi moi je crois. Et c'est tellement excitant. Moi, c'est vraiment le truc qui m'excite le plus, je pense, dans cet écosystème. C'est savoir où on va. Moi, je suis beaucoup plus modulaire, évidemment. Pour moi, ça fait beaucoup plus de sens. Mais c'est excitant de voir des Solana, tu vois, se dresser contre ça. La plupart des gens sont actuellement beaucoup plus monolithiques que modulaires. Mais et justement, j'ai adoré cette interview avec Nick White de Celestia parce que lui, voilà, il me montrait un petit peu sa vision à lui, la vision du futur, avec tu vois, des tonnes d'applications qui utilisent la DA de Celestia. Et tu peux pas ne pas être sensible à ça, tu vois. On revient un petit peu à ce qui était Internet. Voilà, tu as plein de sites qui utilisent un serveur central AWS et c'est Celestia. Et bon, bref. Je trouve et ça, même, juste si tu veux, une parenthèse pour te dire. Et encore une fois, attention, quand je dis pas ça, je dis pas que les gens sont bêtes et veulent. C'est juste que ça les intéresse pas parce que nous, nous, ça nous intéresse eux moins parce que tu prends n'importe quel investisseur en crypto. Bon, il investit, peut-être qu'il n'ait pas envie d'aller jusque-là, tu vois, dans le truc. Mais je me souviens à l'époque sur un live Twitch, donc forcément sur crypto, c'était avec des gens qui sont quand même plutôt avancés. J'avais posé une question en disant, à votre avis, pourquoi est-ce que le IP 1556, pourquoi est-ce que le fait de mettre un marché de blob, etc., ça fait baisser les frais sur les layers 2 ?
je te jure, j'ai eu 0 réponse pertinente. Et encore une fois, hein, c'est pas une critique pour les gens, mais il n'y en avait aucun qui savait. Bon, du coup, c'était cool de pouvoir leur apprendre à ce moment-là. Peut-être ça les a ouverts sur d'autres réflexions, mais qui savaient que ce qui coûtait le plus cher quand tu utilisais une L2 avant, bah, c'était qu'elle devait poster sur Ethereum. Et toi, ce genre de truc-là, si tu arrives peut-être à prendre un angle pour l'expliquer aux gens, pour dire, regarde, ça va te toucher par ça, tu vois, ça les a touchés par un truc qu'ils connaissent, payer des frais, ils l'ont tous fait. Du coup, comprendre qu'en fait, en payant des frais, ils faisaient ça, ça les a un peu intéressés. Mais je pense que bah, voilà, c'est des sujets qui sont un peu deep. Et même, je vais connecter avec ce que je te disais tout à l'heure. Du coup, là, je l'ai sous les yeux. C'était le truc avec tu sais, Kakarot, la startup qui build, qui est poussée par Starkware et Vitalik. Par rapport à la grande news trop intéressante, à mon sens, pour Ethereum, je vais l'expliquer. Peut-être que les gens ça va pas les hyper. Moi, ça me hype. L'idée, c'est que, en gros, théoriquement, tu dois pouvoir. En gros, c'est pour mettre du ZK proof sur Ethereum. Donc, pour ceux qui écoutent, grosso modo, c'était la thèse de ZK Sync, la thèse de même Starknet, dans une autre mesure. Mais c'était de faire des L2 qui intégraient du zero knowledge proof parce que c'est un type de preuve cryptographique qui est un peu plus avancé, qui permet aussi un peu plus de confidentialité, de sécurité, qui est un peu plus lent, un peu plus complexe à mettre en œuvre, qui peut coûter un peu plus cher, mais qui a quand même des avantages en termes de, comme je le disais, notamment confidentialité et sécurité. Et en gros, là, l'info, c'est que Kakarot, ils ont réussi à intégrer ça sur Ethereum et à faire en sorte que les preuves soient publiées plus rapidement que Ethereum publie ses blocs. Autrement dit, en fait, tu peux publier des transactions en ZK Proof. Tu as le temps, en fait, finalement, de faire passer ces transactions dans la tech de Kakarot avant que le bloc soit publié sur Ethereum. Autrement dit, potentiellement, tu pourras avoir du ZK Proof natif, entre guillemets, sur Ethereum, dans les blocs d'Ethereum. Et voilà, là, je m'entends parler, je pense qu'il y a un mec lambda qui m'écoute, qui met une claque et me dit redescends sur Terre, mon grand, de quoi tu parles. Mais voilà, c'est poussé par Vitalik, c'est poussé par Starkware qui est derrière Starknet, donc il y a quand même un certain. Enfin, ils ont parmi eux les devs les plus chauds sur la technologie en question, les chercheurs, pardon. Et en fait, ça peut être trop cool pour Ethereum, tu vois, pour l'avenir. Entre ça, entre ce dont tu parles avec la DA, avec tout ça, entre ces sujets avec les L2. En fait, je me dis, il y a peut-être un retour d'engouement pour Ethereum. Et je termine là-dessus parce qu'après, j'ai parlé pendant des heures là. Mais il y a un autre truc, tu parlais de la confrontation idéologique qu'Ethereum a perdu l'année dernière entre monolithique et modulaire. J'ai envie de dire, en fait, Solana versus Ethereum, qui était de dire, nous, on a une vision avec Ethereum qui est plus long terme, où on va aller chercher un peu plus de décentralisation sans rogner sur la sécurité. Donc, on va déplacer un petit pion, on voit que ça penche par là, donc on remet un pion là. En fait, on avance petit à petit, on incrémente et on va dire on perd du momentum. On va moins surfer les tendances, on va peut-être avoir un produit qui est moins performant actuellement, mais l'idée c'est que sur le long terme, il casse un peu tous les autres parce que à l'arrivée, en fait, c'est lui qui aura gagné. Parce que c'est lui qui sera le plus en place et tout. Donc c'était la vision d'Ethereum, de prendre Finalement, moi je le vois un peu comme un projet qui a pris de l'élan, donc a reculé pour pouvoir sauter plus loin. Solana, et c'est pas du tout une critique à côté, c'est de dire, nous, on va dans notre lignée, elle est linéaire, elle est monolithique d'ailleurs, hein, c'est un seul truc, un seul bloc, on dit, nous, on a un machin qui fonctionne très bien tout seul. Et en fait, 2024 a donné raison à Solana aux yeux des gens parce que y a plus d'activité, les frais sont moins chers, il y a plus de gens, il y a plus de volume, c'est là où il se passe tout. Pourquoi aller sur Ethereum finalement? En fait, là, il y a un peu ce truc de les mêmes coins se cassent la gueule. On se rend compte que sur Solana, il y a quand même beaucoup de gens qui sont un peu tous dans le même truc et qui se passent des petites infos entre eux. Il y a des histoires d'insiders, de trucs, qui fait qu'en fait, tu es là en mode, t'as pas trop envie d'aller filer de l'argent aux développeurs de certaines applications en les utilisant. Puis tu te rends compte que les innovations sur Solana, ça reste orienté autour des mêmes trucs et c'est peut-être des mecs qui se tapent dessus entre eux. Et du coup, tu regardes un peu Ethereum et tu dis, en attendant, Ethereum a continué d'avancer. Et peut-être que, et là encore, screener, clipper, et ressortez-moi ça dans un an quand j'aurai tort, mais peut-être que Ethereum, là, pour moi, les prochains mois, ça va être un peu le retour en force, on va dire, d'Ethereum. Voilà. Moi, je serais... Tu vois, en fait, je pense que MegaETH, tu vois, c'est
le plus gros danger pour Solana, parce que MegaTH, ils sont en vertical scaling, donc ils sont en mode on va faire une chaîne qui est hyper performante, mais on est un layer 2. Donc en plus, on bénéficie, on n'a pas besoin de consensus, machin, tout ça. Et je pense que quand ils vont sortir, ça va être une zinzinerie. Je pense que ça peut être giga cool, mais je pense pas que ça bénéficiera autant à Ethereum. Je pense qu'en fait, et c'est pour ça que je suis passé un peu pas très bullish Ethereum, même si je pense qu'il peut monter, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il va finir en fait par être derrière, et ce que les gens ne captent pas, ils l'évaluent pas, tu vois. On reste dans un marché de l'attention. Ouais. Et ça veut pas dire que Ethereum n'a pas réussi. C'est pour ça que des fois je pars. Moi, je parle pas de valo, je suis comme toi, je parle pas de valo. D'accord. Attention. Ok, on parle de tech. Ah non. Non, mais en fait, moi, oui, je parle de tech et tout, parce que, effectivement, dans un an, ETH peut être à $6 000, ça se trouve. Et Mais pour non, autant, le nombre arrête. d'adresses actives, il est plus Pour bas le FA. qu'aujourd'hui. Et du coup, là, j'aurais eu tort dans tous les cas. Moi, je te parle vraiment d'adoption réelle. En gros, les indicateurs qui, moi, m'intéressent, c'est est-ce qu'il y a plus de frais qui sont générés sur Ethereum? Est-ce que l'espace de blob est en train de se remplir de plus en plus vite? Est-ce qu'on avance dans en fait, ces trucs en disant est-ce qu'on avance dans la bonne direction, quoi? Pas que en termes de prix. Parce que moi, après, je reste d'accord avec toi, et je sais pas si on va s'éterniser sur le sujet, mais je reste d'accord avec toi sur le fait que quand les gens disent il y a 6 ans ou 7 ans, Ethereum était au même prix qu'aujourd'hui, moi, je le prends pas comme oh là là, c'est fou, il n'a pas évolué. Je le prends comme il y a 7 ans, il était quand même bien trop surévalué quand c'était juste une plateforme d'ICO et qu'on le valorisait autant qu'aujourd'hui. Alors ouais, il y a peut-être aujourd'hui un truc où tu te dis ah, c'est sous-valorisé, j'en sais rien, mais en tout cas, ça a longtemps été survalorisé, donc les ATH d'une autre époque sont des ATH pour moi qui étaient bien trop survalorisés. Enfin, un ETH à $4 500, ça représente une valo qui me semble être 500. trop élevée pour ce que c'est. Voilà. Sans être... D'accord. Donc, et surtout, il y a aussi un autre truc qu'il faut rappeler, c'est que, et je t'avais partagé, Joe, quand j'avais lu ce truc, c'est un truc qu'on a tous en tête, on sait tous. Pourtant, quand tu le dis comme ça, tu te dis, putain, mais en fait, c'est si vrai. On dit souvent, ETH, c'est le gaz, c'est le pétrole, si tu veux, c'est le pétrole d'Ethereum, c'est l'essence d'Ethereum. Et en fait, dans un monde normal, dans un monde idéal, plus le prix du pétrole est bas, plus le monde va bien. Enfin, tu vois, plus le prix du pétrole est bas, plus les utilisateurs de voitures ils sont contents, et ainsi de suite. Bon, évidemment, il n'y a que les producteurs de pétrole qui sont contents d'avoir un prix élevé. Mais pour le reste, en fait, le monde peut tourner avec un prix du pétrole qui est très très faible. Tout comme Ethereum tournera tout aussi bien avec un Ether qui est à $50. Il n'y a que l'histoire de sécurisation qui entre en jeu. Bon, mais est-ce qu'il est toujours aussi sécurisé avec un ETH à, allez, disons, $500? Oui, je pense. Enfin, il l'est moins factuellement, mais ça reste encore acceptable. Et tout le monde est content avec un ETH à $500 parce que tu payes moins de frais. Bien sûr. Donc, il y a cette vision-là aussi qui te pousse à croire que il n'y a rien. Enfin, voilà, par rapport à la valo de ETH, moi, je la décorrèle complètement. Et donc, je rejoins dans tout ce que tu dis sur Twitter. Bien sûr. Je décorrèle complètement la valo de l'ETH de la croissance, de l'adoption, de l'intérêt qu'on peut avoir pour la techno Ethereum. Voilà. Mais en fait, le débat il est même ultra large, et là les gens vont dormir, c'est pas grave, mais est-ce que le block space c'est une commodité, tu vois? Est-ce que c'est une commodity? Est-ce que tous les block space se vaut, c'est juste une ressource? J'ai eu le débat avec Nick, parce que moi je crois que block space c'est une commodity, mais aussi la DA. On s'est pas entendu là-dessus, mais c'est pas grave. Et du coup, en fait, si c'est une commodity, elles vont forcément tendre vers pas forcément zéro, mais en tout cas être de moins en moins cher parce que tu en as de plus en plus. Et peut-être qu'on le valorise comme un service alors que ça n'en est pas un. C'est pour ça que moi je suis revenu vers l'application, parce que je trouve que ça a plus de premium, tu vois. Blockspace, j'ai du mal en fait. J'ai l'impression qu'on le survalorise et que dans 10 ans, je vois pas pourquoi on le survalorise, tu vois. Ouais, j'ai pas réfléchi à la question, mais je vais y réfléchir. En vrai, c'est intéressant. Je passe ma vie à réfléchir à ça en ce moment. C'est intéressant. C'est une folie. Je lisais aussi un truc en parallèle de quelqu'un qui disait dans ce cas-là, tu fais pas un token, je veux pas perdre mes sous. Ah oui. Non, mais en fait, après, c'est un contexte. C'est toujours le problème de l'écosystème. Hein. Non, mais en vrai, je suis d'accord pour tout. Pour Ether, voilà. Bon, après, oui. Voilà. T'en as besoin du token. Je veux dire, il a quand même une certaine utilité. Et c'est justement ce que je dis. T'en as besoin, mais tu t'en fous de son prix. Tu l'as pas parce que c'est un actif spéculatif, tu l'as parce que c'est un actif dont tu as besoin.
Et par contre, oui, pour 99% des autres projets, j'en ai ras-le-bol qui lancent des tokens. D'ailleurs, Unit, je suis bien content qu'on les a rattrapés avant qu'ils fassent leur connerie. Là, Chopé commencer à par le dire, col. Tu crois qu'ils allaient faire... Tu crois qu'ils allaient faire un token? mais je suis sûr, en vrai, ils vont finir par le faire, tu vois. Mais ça fait chier, quoi, les gars. Vous êtes, c'est comme si la 7, enfin, je sais pas, tu prends Ethereum, tu prends chaque couche de l'infra et ils lancent leur propre token, tu vois. Les gars, c'est vrai. et nous emmerder. Non, mais oui, Ou AV qui veut lancer un token pour Horizon. C'est bon, les gars. Laissez-nous tranquille. Heureusement qu'ils ont changé d'avis. Hein. Parce qu'heureusement qu'il y a des gens un peu sensés encore dans cet écosystème. Mais des mecs qui pensent. En tout cas, dès qu'ils essaient de penser. J'ai vu des gens qui parlaient dans le chat de Drift. Alors, je suis allé regarder pendant que vous discutiez de Blockspace et de tout ça. Tac. La pump de ouf. De quoi? La pump de ouf, je crois qu'il a fait 50% en une semaine. Ah ouais? Ah ouais. Mais on me disait que Drift avançait plus fort qu'HyperLiquid. Alors, je suis pas là pour dire que c'est vrai ou faux, mais déjà, il faut rappeler que sur Drift, il y a toujours une saison de farming d'airdrop à l'heure actuelle. Alors, on pourrait dire qu'il y a pareil sur Hyperliquid, je dis pas le contraire, loin de là. Donc, j'allais le dire. Un balle au centre, un partout, mais c'est à noter quand même. Des deux côtés d'ailleurs. Bref. Ensuite, on a parlé des TVL. Alors, du coup, je vais aller regarder parce qu'on parlait d'1 milliard de TVL sur Drift. Si on prend que la partie du trading, c'est 800 millions. Et Hyperliquid sur la L1, c'est 800 millions aussi. Donc, balle au centre. Ensuite, il y a la partie du stake sol, il y a 200 millions sur l'Hyper EVM, c'est pareil, on est à deux têtes, on est un peu plus de 200 millions. Merde, je sais plus où est-ce que je peux voir la TVL de l'Hyper EVM. Bref, j'ai vu passer récemment. 500 millions. 500 millions l'Hyper EVM? Ouais, on a fait un petit tweet, on est allé la chercher là, j'ai galéré, hein. J'ai passé 2 heures à aller la chercher partout. C'est vrai? Alors attends, j'en ai eu marre, mec. C'est super mal. Ouais. C'est super mal. Je pense que tu peux descendre. C'était vendredi dernier. Par la voir, hein. Elle est là. Magnifique. Ah oui, c'est vrai, c'est un demi-milliard. Putain, magnifique. Ouais. Incroyable. Phénoménal, j'adore. 400 Bref. millions, même. Du coup, ça rajoute de la SVL, on est à 1,2 milliard au total. Et en termes de fees, tac, vous avez les fees de Drift ici, tac. On va s'enlever la TVL. On parle de 25 000 $ par jour, grosso modo, à peu de choses près. Et Hyperliquid, c'est tac, les fees, hop. On est sur un solide 1 million par jour. Voilà. Donc, solide. En termes de développement, j'avoue que les deux se valent. Il parlait des protocoles, etc., enfin des partenaires, etc. Hyperliquid a une roadmap qui est infiniment, enfin, qui est tout aussi intéressante que celle de Drift. Donc, je dirais pas que les deux, que l'un est meilleur que l'autre. Je pense juste qu'ils ont deux aspects différents et que j'ai plus confiance dans le premier que dans le deuxième. Mais je suis biaisé par la quantité de tokens que je peux avoir dans le portefeuille. Voilà. Moi, non, en vrai, en termes de croissance de volume, je regarde un peu là. Hyperliquid est toujours on était à 70 milliards fin février. Actuellement, on est à 45 milliards. Donc, c'est quand même une petite baisse. Drift, 780 millions contre à l'époque 1,1 milliard. Donc, c'est aussi une baisse. Il n'y a pas ça grignote pas des parts de marché. Il est toujours à 73%. Il était quand même à 55% de parts de marché Hyperliquid en fin février. Maintenant, il est à 73%. Il a peut-être pris une claque, mais tout a pris une claque. Donc, 70%, c'est exceptionnel. Donc, ouais, en termes de croissance, non, finalement. Et encore une fois, je vais casser mon micro. Encore une fois, Hyperliquid est celui qui a la croissance la plus forte de tous les protocoles. Ça, c'est vrai. Maintenant, Drift, ça fonctionne très bien. Et je pense qu'il y en a qui l'utilisent. Tout comme DYDX fonctionne très bien. Et voilà. Bien sûr. Peter, pour le coup, jamais testé. Mais... Drift x4 depuis 1 an. Hyperliquid, c'est x10 depuis 6 mois. Du coup. Banger. Et x2 depuis 3 semaines. Solide. C'est ça. Voilà, solide. Non, mais voilà, je trouve, on taquine. Oui. Est-ce que, peut-être pour terminer l'émission, on pourrait parler un peu du ressenti sur le marché de manière générale à l'heure actuelle. Carrément. On est passé par tous les états d'âme possibles et imaginables sur le mois d'avril, en étant
très, très dévasté depuis le mois de janvier. On a fini par être au fond du trou à la mi-avril. À partir de maintenant, quel est un peu, toi, ton avis, Lilian? Alors, en tant qu'humain, hein, je vais pas te conférer des qualités d'oracle ni de divination que tu n'as pas, bien entendu. Que j'ai Mais pas, un ouais, peu, c'est toi, bien ton, fait. ton ressenti à l'heure actuelle, même juste en tant que... ouais, en tant qu'humain, quoi. Eh ben écoute, en fait, en décembre, j'étais euphorique mais pragmatique. Donc j'étais très euphorique en décembre. Et c'est marrant parce que j'ai beau le répéter et le savoir, ça m'a quand même, ça a obscurci mes réflexions. Je savais que c'était bizarre ce qui se passait, que l'arrivée de Trump c'était pas forcément qu'une bonne nouvelle et tout. Et pourtant, je me dis, allez, non, vas-y, c'est incroyable ce qui se passe, tout est trop bullish, un président pro-crypto, rends-toi compte et tout. Enfin, bref, j'étais un peu trop euphorique, mais pragmatique quand même en disant, applique ta règle. Quand tout le monde est bullish, tu vends. J'ai bien fait de vendre. Maintenant, janvier, février, j'ai trouvé qu'il y avait un entre-deux qui était trop bizarre. Certains sont contents, d'autres pas, mais en même temps, en fait, on sait pas trop où on va. Après, c'était devenu la guerre, comme tu l'as dit, avec des gens qui ont vendu et qui se sont fait taper sur les doigts pour qu'au final ils aient raison et tout le monde leur disait t'es un génie, mec. Et en fait, quand j'ai regardé autour de moi, je me suis dit personne n'a rien vendu. Même des gens que je connais qui sont dans les cryptos depuis longtemps et tout n'ont rien vendu. Et je me suis dit, mais attends, c'est trop bizarre. Genre, et il y avait une espèce de sentiment de ça y est, tout est terminé. Il n'y aura pas d'alcool season. Les altcoins, c'est foutu. Tous les tokens ne servent à rien. On devient tous Bitcoin maximalistes. Enfin, il y a des gens qui commencent à le comprendre, qu'il faut être Bitcoin maximaliste. Et donc voilà, moi là, ce que je commence à reconstater là ces dernières semaines, c'est que ça y est, les trucs se sont calmés, tu vois, les gens sont plus, encore une fois, obscurcis par le sentiment à cause du wallet, tu vois. En décembre, je l'étais à cause du fait que mon wallet a pump. Là, depuis dans les 2 derniers mois, les gens l'étaient parce que leur wallet est tombé à zéro et que du coup, ils s'insultaient entre eux, ils insultaient les autres et ils n'étaient pas objectifs sur leur vision. Et du coup, ça leur a fait manquer des points d'entrée intéressants. Où moi, du coup, je me suis dit, quand on était de retour à 60, on est descendu à combien? 74, je crois. Ou 72 même, Ouais. je sais plus. Moi, je me suis juste dit la même chose que je me dis à chaque fois. Quand tu as une grosse correction sur Bitcoin, tu re-rentres et t'en profites pour rentrer sur certaines altes. Donc, je suis rentré sur des altes bien ciblées, comme je l'ai dit, à savoir Hype. Voilà. C'est très simple. Mon wallet est constitué de BTC, de Hype et de Dodge. Voilà, mon bag. Non, hein. Il n'y a pas plus simple que ça. Et du coup, moi, juste, j'ai appliqué ma règle bêtement. Et je l'ai tenu en disant quand tout le monde commence à se taper dessus et à dire que tout est terminé et que toutes les cryptos sont nulles, c'est le moment où il faut acheter. Et je dis pas acheter tout parce que tu vois, j'ai acheté que ce qui me semblait être fort. Le Dodge, j'ai une thèse, mais j'en parlerai un autre jour. J'ai hâte de l'entendre. Voilà. Après, elle a déjà fonctionné une fois. Hein. J'ai pris mon x5 en novembre dessus, j'étais content. Et voilà. Et en fait, donc du coup, pour répondre vraiment à ta question sur c'est quoi ma vision sur là maintenant, ma vision c'est que en gros, on va commencer à avoir enfin un peu les choses qui se tassent, les gens qui arrêtent de s'intéresser à des trucs qui sont pas forcément intéressants ou qui méritent pas forcément leur attention. On a un peu écumé autant du côté des builders que des spéculateurs. On a un peu écumé. On a un peu essoré les gens. Je trouve qu'il y a eu quand même un aspect un peu bénéfique dans cette chute, c'est que elle a montré quand même un peu que des pump funds c'était des usines à fric et qu'en fait tout était fait pour vous faire perdre de l'argent. Qu'il y avait autour de ça des gens qui en gagnaient beaucoup, des influenceurs, des trucs, et qu'en fait à la fin vous étiez le dindon de la farce, et moi aussi, je me mets dedans bien sûr. Donc on a un peu sorti ça. On a un peu sorti des teams de builders qui faisaient de la merde. On a un peu sorti des influenceurs qui faisaient de la merde. On a un peu sorti des gens qui ultra spéculaient un peu partout. On est revenu sur un truc un peu normal où les gens repartent un peu sur une base en disant bon, je suis à fond sur Bitcoin parce que le marché il m'a fait devenir Bitcoin maxi. Mais j'ai envie de regarder les trucs qui marchent bien. J'ai pas envie d'aller regarder des tokens de merde. Je vais aller regarder les trucs les plus solides. Et d'ailleurs, je trouve que c'est des réflexions que je vois passer sur Twitter beaucoup par les influx, et vous en faites partie aussi dans ce que vous dites, c'est regardez un peu ceux qui ont le mieux fonctionné récemment et ça peut peut-être vous donner des indicateurs. Enfin, il y a un peu cette tendance que je trouve on n'avait pas avant
qu'on a de plus en plus, que les gens qui ont un peu un pouvoir, une parole qui pèse, donnent des infos qui sont relativement smart, de dire, bon, vous éparpillez pas et allez sur les trucs qui sont forts. Et donc voilà, je trouve ça cool que ça rejoint avec la première chose que je vous ai expliqué au début de ce live, qu'il y a quelques protocoles qui se distinguent et que eux, ça a l'air de marcher aussi sur le côté des charts, donc je suis content. Et donc voilà, moi ma vision, ça va être là de continuer à hold mes BTC parce que je les vends jamais, de continuer à faire du petit trading court terme sur BTC, c'est-à-dire voilà, là quand je vois qu'il y a des moments où on commence à surchauffer, je vends un peu, je rachète un peu plus bas et tout. Et puis voilà, jouer des coups sur des alts si j'en vois certaines qui m'intéressent. Et ce, jusqu'à ce que je constate qu'on revient dans un moment d'euphorie complète et où tout le monde commence à se sentir fort. Et voilà, moi, c'est juste mon indicateur de marché le plus pertinent, tu vois. Décembre, je le rappelle, mais il y avait toutes les raisons possibles et imaginables de penser qu'il fallait vendre en décembre. Et même si le prix... T'as eu peur du backlash? Parce que là, tout le monde pose. En fait, je te dis, je tweete pas sur mes mouvements de back, tu vois. J'ai jamais tweeté. Genre, par exemple, j'ai pris une position sur Doge à 9 centimes en octobre ou en fin septembre en me disant, j'ai un feeling, tu vois. J'ai un feeling que, je le dis en fait maintenant, j'ai un feeling que si Trump y passe, il y a approbation d'une vague de TF cash. Bon, c'est pas ce qui est arrivé. Mais je m'attendais à ce que si Trump passe, t'as genre des ETF qui vont passer. Et dans ces ETF-là, pour moi, le premier, devant même XRP, c'était Doge. Tu vois, parce que Musk, parce que machin. Mec, je commence à me faire des réflexions. Le truc, je l'ai long. En plus, bon, je suis un peu un con, je l'ai long levier x3 sur Hyperliquid en me disant, de toute façon, mec, tu farmes. Et en plus, j'avais foutu quand même une sacrée somme. Et juste, j'ai surfé toute la hausse jusqu'à 40 centimes et j'ai vendu à 40 centimes, tu vois. Et ce truc-là, j'en ai même pas parlé. J'ai fait un bet de move, j'étais trop content. Mais je suis personne pour faire ça. Parce que imagine, je l'avais tweeté et le truc, il faisait moins 50. Tout le monde perdait. Terminé. Qui suis-je, moi, pour donner des conseils en trading avec mon piètre niveau? Donc non, quand j'ai vendu, je me suis dit, tu vas te faire chier dessus par les gens parce que t'es personne pour vendre. Enfin, en tout cas, pour dire que t'as vendu et que c'était une bonne idée. Et de toute façon, même les gens ne suivent pas pour ça. Donc voilà. Mais donc bref, ouais, je sais pas c'est quoi vos avis à vous, mais moi mon avis il se résume à ça, quoi. Il se résume à continuer à faire la même chose que toujours et pas essayer d'anticiper une alt season ou quoi, juste sentir les trucs sur les réseaux, quoi. En vrai, on avait tous les signes de top, mais moi personnellement j'ai fait cette erreur-là, de me dire il n'y a pas les signes d'une alt season, tu vois. Alors qu'il y avait des signes d'euphorie. Et ça c'est complètement mon erreur, d'ailleurs je vais beaucoup en apprendre de ça. Mais j'ai une question pour toi. J'ai reçu Casper, je sais pas si tu vois Casper. Ouais. Et j'aime bien sa take. Lui, il croit en un super cycle de Bitcoin. En mode. Que de Bitcoin, hein, je parle pas des alts. Les alts, tu l'as écouté? Ouais, voilà. Est-ce que tu crois toujours déjà au cycle de 4 ans? Ou est-ce que tu crois à sa thèse? C'est quoi ton. Là, on joue à Madarmima, ça, c'est pas des conseils financiers. Ouais, mais c'est intéressant. Hein, mais c'est intéressant, c'est trop intéressant. Alors, juste parenthèse sur ce que tu disais avant, oui, moi aussi, je me suis fait quand même piéger en décembre parce que là, je dis je suis trop fort, je suis trop machin, c'est complètement faux. J'ai quand même hold mes ETH parce que je me suis dit, bah ouais, il n'y a pas eu d'alt season, donc là, il y aura peut-être une rota de capitaux vers ETH. Ouais. Et ETH n'ayant pas encore fait de plus haut historique, je vais hold mes Ethers. Et c'était quand même une grosse partie de mon bag. Et j'ai pris un bon moins 70% ou 60% sur mon bag d'Ether qui représentait 30% de mon bag crypto. Donc quand même, j'ai certes vendu, mais je me suis fait derrière essorer. J'ai hold mes hype comme un con. J'en ai peut-être vendu 60%, mais je les ai hold le reste. Moins 70 aussi. Enfin, voilà, c'était juste la parenthèse. Je suis loin d'avoir parfaitement réussi mon truc. Mais, et ouais, par rapport à son idée, moi je trouve intéressant ce qu'il dit. Moi, j'avais déjà écrit un papier il y a 3 ans sur Cryptos, début 2023, je me souviens. On avait un Bitcoin qui était à 18 000, 20 000 peut-être. Et j'avais écrit en gros un papier sur pourquoi est-ce que je pense que le marché va repartir à partir de là. Et pourquoi dans tous les cas, c'est une bonne idée d'investir. Et aussi, quel est à mon sens le poids des cycles dans ce cycle-là, tu vois. Et je disais que là où il y a effectivement deuxième halving ou premier halving, le poids il est énorme parce que tu passes de 10 millions de bitcoin émis à 5 millions de bitcoin émis, donc 5 millions de bitcoin en moins d'émis. Aujourd'hui, ça se compte en
quelques centaines de milliers en moins, voire du coup moins maintenant. Je veux dire, la différence, elle est de plus en plus faible. Donc l'impact du halving va être de plus en plus faible. Il y a toujours ce côté psychologique des gens de dire halving, donc machin. En plus, c'est calqué sur les cycles présidentiels aux États-Unis. Donc, si les bonnes nouvelles sont là, bon, on va dire il y a un calendrier qui va amener quand même que la cyclicité va plus ou moins rester, mais elle va être beaucoup moins marquée. Ensuite, je pense aussi que Bitcoin est devenu un actif institutionnel, ça y est. On savait que ça l'était plus ou moins avant, ça l'est officiellement maintenant, et ça l'est de plus en plus. Et donc, en tant qu'actif institutionnel, pour moi, il va être de plus en plus corrélé au contexte macro, ça il l'était déjà, mais aux spéculations des institutionnels, en fait, il se rapproche finalement de sa proposition de valeur. Et moi, ma vision de Bitcoin, elle est telle que, en gros, Bitcoin, c'est un actif qui, un jour, sera considéré comme un étalon mondial de mesure de la valeur parce qu'on n'en a plus et qu'on a besoin d'en avoir un à nouveau. C'est pas qu'une question d'être une réserve de valeur, parce que quand les conditions de vie seront bonnes, je pense que les gens se détacheront de leur BTC. Et quand les conditions sont compliquées, ils en accumuleront. Donc, c'est pas qu'une histoire de réserve de valeur. Pour moi, c'est une question d'étalon mondial de mesure de la valeur parce que c'est le seul actif qui coche ces cases-là. J'avais fait une conférence un jour dessus. Je pourrais vous en parler pendant une demi-heure. C'est trop long à expliquer. Mais pour moi, c'est ça. Et donc, ça, le jour où en fait, il sera pricé à ce montant-là, il aura un certain prix et il oscillera autour de ça, un peu comme l'or, un peu comme d'autres. Il oscillera autour de ce que les gens estiment qu'est son réel prix lorsqu'il aura atteint cette thèse-là. Et en attendant, ça spécule. Et la spéculation, elle va se réduire au fur et à mesure. Tu vois, il y aura je pense qu'il y aura moins de drawdown. Voilà, ça va faire comme ça. Et je crois qu'il y a un monde dans lequel le contexte fait que ça va accélérer le chemin vers cette thèse-là. Et donc, effectivement, on aura peut-être moins de cycles et peut-être un petit peu plus en fait, on va y aller un petit peu plus vite et donc un petit peu plus en ligne droite. Donc, cette idée de super cycle, je le comprends parce que je suis pas fan du terme, on l'a trop entendu, machin, tout ça. Mais étant donné que je suis en train de te dire, il y a plus de cycles de 4 ans où il y en aura moins, enfin, ils seront moins marqués et on doit atteindre une certaine direction sur Bitcoin qui est un certain prix, mathématiquement, s'il n'y a plus de cycle et qu'on doit y arriver, grosso modo, oui, on va peut-être rentrer dans un pseudo super cycle où en fait c'est up only et juste tu prends des downs quand il y a des annonces de merde, quand on se rend compte que je sais pas quoi, enfin bref. Et en fait, c'est juste un actif qui va tout droit qui va tout droit, mais qui prend des corrections dans la gueule quand le marché le veut, quoi. Comme l'or, pareil. Voilà, et en gros, c'est un peu ça que je me dis, c'est le super cycle, c'est pas juste vous allez avoir que des bougies vertes consécutives. Pour moi, c'est plus, et je crois que c'était un peu ce qu'il disait, mais je l'ai pas écouté en entier, l'interview, j'en suis à la moitié avec Casper, mais je pense qu'il est d'accord avec moi sur ce truc de juste, en fait, on va arrêter d'avoir un moins 90% complètement stupide parce que tout le monde dit « Ah, ça y est, c'est bear market. » Bon, on vend. Ah, ok, tout le monde vend, ciao. Et on revient dans 6 mois. Mais au bout d'un moment, ça ne peut plus exister sur un actif comme celui-là. Donc, on va être juste dans un truc où ça va être du... Après, ma thèse, c'est qu'il va y arriver. Ça peut être aussi un super cycle inversé, tu vois. Ça peut être le truc de les gens se rendent compte que Bitcoin n'est pas un étalon mondial de mesure de la valeur. Il va jamais aller à cette thèse. Donc, il va aller à zéro. Il va aller en super cycle, tu vois. C'est BTC 0 ou 1 million. Moi, je fais partie de la team BTC 0 ou 1 million. Il n'y a pas d'entre-deux, tu vois. Mais 0 égale très peu de chance, à mon avis. Ça, c'est mon avis personnel dans ma thèse. Mais toute thèse d'investissement mérite d'avoir une antithèse. Cette antithèse, c'est que Bitcoin ne soit pas adopté comme étalon mondial mesure de la valeur, comme réserve de valeur, si vous voulez, etc. Et donc, c'est Bitcoin à 0, tu vois. Si tu veux. Je suis parti de la team Bitcoin à 1 million et il n'y a pas d'antithèse. Oui, bien sûr, mais tu sais, en gros, je rigole un peu là-dessus. C'est 1 million de dollars par Bitcoin, messieurs, dames, vous l'avez entendu ici, le 1er mai 2025. Je plaisante sur ce truc de l'antithèse, tu vois, dans le sens où, évidemment, je ne serais pas là avec vous si je considérais que cette antithèse avait ne serait-ce que 1% de chance d'arriver, tu vois. Évidemment que je suis convaincu qu'elle n'arrivera pas, mais théoriquement, pour moi, ma vision, c'est soit Bitcoin il va à 0, soit il va haut, très haut. Ouais. Je suis convaincu qu'il ira haut, très haut.
1 million, est-ce que c'est ça la valeur d'un étalon mondial de mesure de cette valeur, justement? J'en sais On rien, peut tu vois, peut-être parce en que rajouter un, hein, en vrai. ça se trouve, ce sera 100 millions quand le dollar, il vaudra C'est plus rien, peut-être tu 2 vois. millions, qui sait. Et ouais, qui sait? Bah, tu penses Peut-être vraiment que que ça ça- deviendra. Parce que moi j'adopte tout ce que tu dis, sauf le côté étalon, étalon mondial. Parce que en fait, je vois mal les monnaies fiduciaires revenir à ça. Tu vois. T'y crois, toi? En fait, comment dire? On va, tu vois, quand tu as des pays qui veulent en faire qui veulent faire des réserves en Bitcoin, c'est la même idée que des pays avaient voulu faire des réserves en or à une époque et en ont encore, Ah etc. oui, En dans ce fait, moi, sens-là. Hmm. en fait, moi, si tu veux, ce que je veux dire par là, et je l'explique rapidement, si vous voulez, je m'éternise pas trop, c'est que, en fait, quand tu as besoin, quand tu veux faire des échanges, enfin, je veux dire, la monnaie, le truc qu'on utilise le plus au quotidien, ce dont on a besoin, c'est qu'elle ait une capacité, surtout, à conserver la valeur dans le temps. C'est-à-dire que moi, là, si demain je te paye pour faire un travail, le but, c'est que, entre le moment où tu fasses ton travail et où je te paye, le truc que je te donne n'est pas perdu à moitié de sa valeur, parce que sinon, tu vas pas être content. Et surtout que toi, entre le moment où tu reçois cet argent et où la semaine suivante tu vas faire tes courses avec, bah, qu'il n'est pas encore perdu à moitié de sa valeur. C'est ça un des trucs. Et donc dans l'histoire de la monnaie, avant qu'on ait des vraies monnaies, on utilisait du blé, on utilisait des pierres, on utilisait des silex, enfin tout ce qui était capable de conserver la valeur dans le temps. Alors il y a d'autres paramètres, hein, évidemment, le fait de ne pas se désintégrer au bout d'un an parce qu'il fait chaud. Donc c'est un peu important quand même aussi, bref. Mais en gros, si tu veux, le point commun entre toutes les évolutions, les changements de monnaie dans notre histoire, ce point commun, c'est à partir du moment où ça devient trop facile d'en créer, et donc quelqu'un peut en profiter, on décide de changer de monnaie. Tu vois, quand il y a quelqu'un qui est arrivé et qui a dit, bah moi les gars, je vais prendre un caillou et je vais tailler des silex, et je vais faire ça toute la journée chez moi, et je vais arriver avec mes silex et je vais racheter le village, bah évidemment, on s'est dit, bon attends, il faut qu'on trouve un autre moyen, parce que là, il est relou avec ses silex. Et si tu veux, là, hop, fast forward, on est en 2025. J'estime que l'euro et le dollar, c'est devenu quand même assez facile à créer parce qu'apparemment, en appuyant sur un bouton, tu peux en imprimer des quantités astronomiques. Donc j'estime qu'à partir de ce moment-là, il va falloir qu'on change de système monétaire. Tout comme dans l'histoire, on a voulu changer. Est-ce que ce sera demain? Est-ce que ce sera dans 20 ans? Je ne dis pas que voilà, ce sera une révolution qui arrivera tout de suite, hein. Il y a plein aujourd'hui de raisons qui font que ça va être difficile à faire. Mais j'estime que cette monnaie telle qu'elle est actuellement, elle est trop facile à créer, donc il faut en changer. Et pour en changer, il faut qu'on regarde un peu qui sont les candidats potentiels. Alors, tu as l'or, effectivement, mais l'or, il y a quelques soucis, il est quand même assez détenu entre les mains de certaines personnes, on ne sait pas vraiment quelle est sa quantité totale en circulation et encore sous la croûte terrestre, donc bon. Et tu as le Bitcoin. Le Bitcoin, tu ne peux pas l'enlever de l'équation. Et le Bitcoin, il y a quand même cette faculté d'être facilement transportable. En un clic, tu l'envoies d'un autre pays d'un pays du monde à un autre. Et puis, voilà, il a juste un élément fondamental, c'est 21 millions d'unités, point barre, ainsi de suite. Enfin, bref, je ne vais pas te refaire le dessin. Donc, dans ce truc-là, tu vois, en termes, si tu prends d'un point de vue d'un actif que tu peux utiliser qui a les meilleures capacités pour être un étalon pour mesurer la valeur, parce que dans le temps, tu sais que sa valeur, elle va avoir moins de raisons d'être de fluctuer parce qu'il n'y a pas trop de paramètres qui vont la faire fluctuer. Dans ce cas-là, c'est le meilleur étalon mondial de mesure de la valeur. Et donc, in fine, si des États veulent l'utiliser pour indexer leur monnaie dessus ou pas, ou juste voilà, pour mesurer l'évolution de la valeur des choses, c'est l'actif qui a le plus de critères. Et évidemment, en fait, l'adoption fait que la fluctuation des prix va arrêter, parce que là, je vois, tu vois, je lis pas le chat, mais je vois déjà des gens qui vont me dire ah oui, mais le prix fluctue trop, donc t'as pas envie effectivement d'être payé en Bitcoin et qu'il fasse moins 20% le lendemain. Pourquoi ça fluctue? Parce que ce que je vous dis, c'est une thèse d'investissement, et qu'une thèse d'investissement, évidemment, qu'est-ce qui fait qu'elle est accomplie? C'est l'adoption. Et qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui transmet reflète l'adoption? C'est le prix. Plus le prix augmente, plus ça veut dire qu'il est adopté, plus on va dans la bonne direction, et moins les fluctuations sont élevées parce qu'il y aura de plus en plus de gens qui l'auront. Et voilà. Je me suis un peu égaré, c'est un peu dur à expliquer comme ça. C'est intéressant. Mais voilà ma vision sur Bitcoin, si tu veux. Ok. Écoute. Ok. Très intéressant. Ouais, il y a eu plein de questions. Je suis désolé, on va pas y passer. On n'aura pas le temps. Finalement, ça a duré plus longtemps que prévu, mais c'était très cool. Et en vrai, ça aurait pu durer 1 heure de plus, il n'y aurait pas eu de problème. Mais tu reviendras avec Artem. Ouais.
Non, je lisais juste quelqu'un qui disait les monnaies fiat sont backées par l'or. En l'occurrence, bah, malheureusement, non. Ça Plus fait vraiment. 40, Directement, quoi. 40 ans, 50 ans que c'est plus officiellement le cas. Et c'est aussi ça le Ouais. problème. C'est le début, justement, des C'est problèmes. ça. Voilà. Mm. Bon, en tout cas, Bien merci, écoutez, les gars, messieurs, c'était dames. cool. Ça C'était fait à bien, peu merci près, beaucoup. ça fait un peu plus d'1h20 maintenant. On va pouvoir s'arrêter là. J'ai eu plein de questions passées sur le chat. Je suis navré. On a parlé de plein de trucs entre nous, etc. J'ai vu passer vos questions. Gardez-les pour l'émission de. On est quel jour aujourd'hui? Bonne question. On est C'est mercredi, demain. on est jeudi. Jeudi. C'est demain putain, le soir. gars. C'est bien. Ouais, écoutez, excusez-moi. Gardez vos questions pour l'émission demain soir des Decrypted entre 20h et 21h comme d'habitude. Bien sûr, je rappelle que vous pouvez aller suivre le professeur Lilian directement sur son compte Twitter. Vous pouvez bien entendu aller suivre Oak Research pour aller choper de l'information de qualité. Vous savez qu'on a à cœur de vous partager des trucs de qualité et Oak Research a la même passion, donc ça tombe bien. Vous avez le site, le X de Lilian, vous aurez tout en description aussi. Et profitez-en pendant que Twitter fonctionne d'aller le suivre maintenant, sinon après ce sera trop tard. Tac. Merci Eh bien beaucoup, écoute, c'est gentil. merci d'être passé Lilian, c'était un pur Bah, plaisir. merci à vous pour On l'invite, fera hein. une émission similaire avec ton camarade Artem très Ouais. très vite, je n'en doute pas. Bah, avec plaisir, hein, Est-ce quand que vous tu voulez. est-ce que tu veux terminer avec un mot quelconque pour les gens, pour terminer? Et puis peut-être. Non, bah, merci, merci pour l'invite, les gars. Ouais, c'était très très cool. J'espère qu'on n'a pas été trop barbant sur certains sujets pour les gens qui nous écoutaient. Et sinon, allez farmer Hyper EVM. Hein. C'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est ça. Un homme de sagesse, c'est parfait. C'est dans la boîte, Voilà. c'est tout bon pour nous. Mais écoute, merci beaucoup Lilian d'être passé, c'était vraiment très très cool. Prenez soin de vous, à tous Ouais. ceux qui étaient là pendant l'émission. Prenez soin de vous, prenez soin de vos bagues. C'était Decrypted. Ciao les potes. Ciao. Ciao.